Merci d'être là et comme disait Armel, vous pouvez encore venir, hein, vous pouvez venir pendant que nous conversons autour de la féminité. Voilà, vaste question, mais comme vous l'avez compris, nous sommes entourés d'hommes, ce qui va nous amener à plein de questions intéressantes. Et puis, je crois qu'il y a des gens qui ont déjà lu vos livres dans la salle, donc n'hésitez pas à poser des questions. Elles sont toujours les bienvenues. Alors, qui est avec nous? Il y a Éric Pesson, qui signe Un chagrin d'amour avec le monde entier. En fait, c'est un livre édité aux éditions du Chemin de Fer. On a déjà fait ici à Laval des présentations de cet éditeur. Et donc, évidemment, il y a un rapport entre le texte et l'image. Sylvie Sauvageon qui dessine des portraits qui vont se composer, se décomposer, se recomposer au fur et à mesure du récit, qui met en scène cet inconnu qui se filme et qui va être perçu par un spectateur, qui pourrait être chacun d'entre nous dans cette salle. Et ce spectateur, va-t-il être fidèle à ce que dit cet inconnu? C'est à découvrir dans le livre. Puis c'est aussi une des clés de l'énigme, parce qu'il y a des énigmes. Nous avons également avec nous Mathieu Larnaudy, Notre désir est sans remède, chez Actes Sud. Alors Mathieu nous plonge dans les coulisses de ce qu'on appelle les mythes hollywoodiens, mais derrière le visage de Frances Farmer se cache plein d'énigmes aussi, puisqu'on redécouvre une actrice. On sait qu'une chanteuse raconte toujours qu'elle a pris ce pseudonyme en hommage à la folie de Frances Farmer. Je tiens à dire que je ne le savais pas d'ailleurs quand j'ai commencé à écrire le livre. Mais on s'aperçoit que derrière... Ça n'a pas changé grand-chose. Mais en tout cas, ça change une petite chose, c'est que derrière cette folie apparente qui est magnifiée comme une mythologie, on s'aperçoit, et c'est une découverte du livre, que Frances Farmer est au contraire une femme qui a d'immenses convictions, puisque dès le départ, dès qu'elle accède à la célébrité, elle va prendre des positions qui, dans l'Amérique, comme on peut l'imaginer, vont être extrêmement, et c'est le moins qu'on puisse dire, contraignantes. Et puis il y a une absente, c'est une femme, c'est toujours le truchement des hasards quand on parle des femmes, justement. C'est Claudie Galley avec La beauté des jours, un roman là aussi où il est question de femmes et d'inattendu, de secousse du destin, puisque Claudie Galley nous conte la trajectoire de Jeanne, une employée qui travaille dans une poste, qui a un collègue extrêmement rigoureux, extrêmement carré, ponctuel. Et puis, eh bien, Jeanne, cette héroïne, va être pris au jeu de sa fascination pour une artiste incroyable qui aime à se faire saigner, oui, se faire saigner avec du sang, parce qu'elle trouve que c'est un acte artistique. Et puis, elle va être aussi aux prises avec ses souvenirs, Jeanne, l'héroïne de Claudie Galley, puisqu'elle va le croiser, le chemin d'un ancien amour, en tout cas de quelqu'un qui aurait pu être son amoureux, mais qu'elle a connu à l'époque où elle était encore lycéenne. Donc, on voit qu'il y a des destins croisés. On voit aussi qu'il y a beaucoup de points communs entre ces livres. Mais commençons par la question qui s'impose, qui est peut-être évidente. Messieurs, vous êtes des hommes, a priori et a posteriori. En tout cas, vous êtes doués de dimension masculine. Et chacun à votre manière, vous allez vous plonger dans l'intimité de femmes, célèbres ou pas. Est-ce que... Peut-être pas. Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce qu'on est tenté parfois de faire une autocensure? Et si je vous pose la question, c'est parce que parfois, quand on parle avec des mannequins ou des top modèles qui font des publicités pour des marques de beauté, elles disent oui, mais de toute façon, on ne représente pas ce qu'est la femme, puisque les photographes sont toujours des hommes, donc on n'aura jamais la femme complètement féminine qui peut parler de la beauté aujourd'hui. Et on pourrait dire, bah oui, effectivement, le photographe masculin va photographier une femme avec son œil masculin. Est-ce qu'il en est de la même chose quand on se livre à l'écriture? Mathieu? C'est moi qui commence. Oui, il fallait bien. Non, c'est une belle et juste et intéressante remarque là, que vous venez de faire à travers l'exemple du photographe, c'est-à-dire à travers lui, tout simplement le fait qu'il y ait un prisme, une vision, un regard qui est porté sur le corps de la femme. Alors est-ce que le fait que ce regard, malgré tout, que j'ai porté moi en tant qu'auteur, soit masculin, est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas, c'est assez difficile à déterminer en réalité. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en mettant de côté les questions de genre personnel, le fait de parler d'une femme dans le monde hollywoodien de l'époque me semblait tout simplement absolument indispensable pour parler de cette chose qui est en fait la première clé du livre et qui, moi, m'a poussé à son écriture, c'est-à-dire la mise en place de la société de l'image généralisée que nous connaissons par cœur
dans laquelle nous baignons, qui est devenu presque notre milieu amniotique. Nous sommes entourés d'images. Bon, ça, c'est pas une nouvelle, c'est pas une découverte, mais en fait, c'est un phénomène relativement récent qui a en gros un siècle. Et évidemment, le moment paradigmatique où ce mouvement s'est mis en route, c'est la création des grands studios hollywoodiens. Et on sait qu'en même temps que la création des grands studios hollywoodiens, s'inventent aussi à la fois des mythologies, comme vous le disiez, mais aussi toute une propagande sur le mode de vie américain. Hollywood devient très vite le bras armé politique de l'Amérique. Et dans cette politique-là, le rôle de la femme, l'image de la femme sont façonnés d'une certaine manière. Et il s'agissait aussi, à travers Frances Farmer, d'interroger les codes qui ont fabriqué cette image-là. Et effectivement, pourquoi Frances Farmer D'abord, moi, je l'ai découverte en faisant des recherches avec un projet de livre qui était d'abord assez abstrait. Je voulais écrire sur ce moment de naissance des studios. Je ne connaissais pas particulièrement Frances Farmer. Simplement, je voyais apparaître son nom dans des articles, dans des bouquins, dans des documentaires. J'ai vu un film qui est une espèce de biopic, assez dispensable d'ailleurs, mais qui lui avait été consacré dans les années 80. Bon, et j'ai rencontré, pour le coup, cette femme presque au sens amoureux du terme. Et, vous êtes d'abord presque tombé amoureux d'elle avant d'écrire sur elle? Tomber amoureux, c'est virtuellement. Oui, voilà, c'est toujours un peu... écoutez, disons les choses. À chaque fois, elle était présentée comme une femme rebelle, anarchiste ou communiste selon les époques et selon les articles. Selon ses fréquentations. Féministe, très engagée pour la guerre d'Espagne. Elle faisait des récoltes de fonds, etc., pour soutenir les républicains. Puis elle était par ailleurs un peu borderline, un peu alcoolique, un peu droguée selon les moments. Bipolaire. Enfin, je la trouvais super cool, en fait. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment un portrait de femme très décalé par rapport à ce qu'on sait de l'image hyper lisse projetée par le cinéma américain de cette époque-là. Et donc, j'ai eu envie, effectivement, de la suivre. Et petit à petit, toutes les questions que je me posais sur cette société de l'image, elle s'est mise à les incarner. Et au fond, pourquoi avoir recours à ce corps de femme-là ? C'est parce qu'elle était le pivot qui me permettait de parler d'à peu près tous les problèmes qui me semblaient intéressants dans l'histoire des États-Unis à l'époque. Donc là, en fait, en répondant à la question, vous gommez cette dualité féminin-masculin. Enfin, si ce n'est la beauté, si ce n'est le fait que vous avez dit qu'effectivement c'est une femme rebelle, mais ça n'a pas été un élément perturbateur, pour reprendre le nom d'un roman fameux dont on... Non, mais disons que c'est probablement une femme, comme certaines autres, qui a essayé d'excéder l'image de la femme de son temps. Et quand je dis d'excéder, ça veut dire non seulement la dépasser, la déborder, mais aussi la réinventer. Alors vous, Éric Pessan, vous nous parlez de cette femme qui est a priori une inconnue. Est-ce que vous aussi, ça a été une question d'écrivain, une question qu'on est amené à se poser à un moment donné, sachant qu'effectivement, il y a aussi un lien avec l'image dans votre livre, puisque celle qu'on pourrait qualifier d'héroïne, en fait, ne nous parle pas directement. Elle parle par le truchement d'un narrateur qui est spectateur de son discours parce qu'elle a pris soin de se filmer. Oui, c'est un homme qui reçoit un DVD par la poste, et sur ce DVD, il le met, il le regarde, et une femme qu'il a connue a tenu son journal vidéo, puisqu'elle parle face caméra, sans bouger, et elle raconte, voilà, elle raconte sa vie, etc. En fait, très sincèrement, quand j'ai commencé à écrire ce texte-là, je crois que je ne me suis pas du tout posé la question de savoir, tiens, je vais dire un jeu, JE, et ce jeu sera un jeu féminin. Je crois que c'est des questions que j'évacue dès le démarrage. C'est-à-dire qu'un jour, je me le suis autorisé. C'est pas la première fois qu'un de mes personnages est une femme, mais tout comme j'écris pour la jeunesse et mes personnages sont des adolescents ou des adolescentes parfois. C'est-à-dire qu'un jour je me le suis autorisé. Mes premiers narrateurs étaient toujours des hommes qui avaient à peu près mon âge, qui venaient de mon milieu social, etc. Voilà. Et après je me suis dit voilà, j'ai été une petite fille de 13 ans, je suis un homme plus âgé et ça me pose aucun problème. D'autant plus que je n'essaye absolument pas
de modifier l'écriture en fonction. Alors c'est peut-être plus flagrant quand j'écris pour les adolescents, mais mes adolescents, quand ils parlent avec ma langue à moi. J'ai pas envie en fait, c'est une question que je me suis posée dans le temps, puisque j'écris du théâtre également, c'est d'écrire en costume. On écrit en costume, c'est-à-dire on écrit un texte historique, donc on va parler à la manière d'eux. On écrit une femme, donc on va parler à la manière d'eux, etc. On écrit l'histoire d'un adolescent qui vit en banlieue de nos jours, donc pour aller vite, on va mettre des wesh partout entre voilà. Wesh, oui. Voilà. Et donc ça c'est une question que je me pose pas. J'écris, ces personnages qui disent je, ils ont ma langue, ils sont issus de mon écriture. Après, on n'échappe pas au regard que l'on a sur eux. Donc oui, donc forcément, je suis un homme. J'écris l'histoire d'une femme qui est regardée par un homme, qui en tout cas a tenu ce journal. On ne sait pas pourquoi elle a tenu ce journal, mais à un moment, elle a décidé de le confier à un homme qu'elle a peut-être aimé, un homme qui n'a pas répondu à son amour, en tout cas qui n'a pas fait les gestes qu'elle aurait souhaité de lui. Mais je ne cherche pas. J'évacue la chose. Voilà. Ce livre est né d'une façon un peu particulière, un peu comme toi, où tu disais que tu travaillais sur le cinéma hollywoodien et t'es tombé sur ton personnage. C'est né d'un projet commandé par une femme vidéaste canadienne qui m'avait dit j'aimerais que tu m'écrives un texte sur ce que cela signifie d'être romantique aujourd'hui. C'est quoi le romantisme? Voilà. Super commande. Et Vaste sujet. Vaste sujet. Et puis très vite, quelques 1 ou 2 mois après, elle me recontacte en me disant écoute, je suis désolé, marche arrière, mon producteur ne suivra pas. Voilà. Donc fin du projet. Donc vous vous retrouvez avec une invitation à créer qui s'arrête net. Voilà, qui s'arrête net. Et sauf que j'avais déjà réfléchi au romantisme, j'avais déjà pris des notes, j'avais commencé j'avais lu des choses, je m'étais posé des questions, j'avais lu les psychotests de Biba. Bien le magazine, voilà, haute référence littéraire. Le magazine. Quel genre d'amoureuse êtes-vous? Voilà. Et ça vous a inspiré des tests aussi dans le livre, oui, en fait. Voilà. Et en fait, c'était extrêmement frustrant. Là, il y avait une espèce d'allumage, d'arrêt à l'allumage qui était frustrant. Et j'ai décidé de l'écrire et puis voilà, et puis d'en faire un texte. Et forcément, c'est peut-être, mais je suis même pas sûr. De me être consciemment dit tiens, ça sera une femme qui sera la narratrice. Forcément, comme il y avait cette commande qui était là en arrière, je vais la citer, de Marie Macaire, ça serait une femme qui parlerait. Voilà. C'était absolument une évidence. Il y a un sujet qui a beaucoup infusé tout au long de ce festival. Peut-être que les gens qui nous font l'amitié d'être dans la salle l'ont aussi entendu, cette question. C'était le rapport entre fiction et réalité, notamment parce que cette année, et dans le paysage littéraire, on a beaucoup de romans qui s'appuient sur l'histoire entre guillemets vraie. Et dans votre livre, Éric Pessan, au départ, vous avez une formule qui dit on invente si peu quand on écrit. C'est pour ça que cette question pourrait s'adresser aussi à vous, Mathieu. C'est pour ça que finalement, quand on dit on invente si peu quand on écrit, ça veut dire que cette femme-là, qui nous raconte son histoire, qui est une romantique condamnée ou pas, les lecteurs le découvriront, vous la connaissiez déjà avant sans le savoir? Elle est assemblée, mais comme tout ce qu'on fait. Enfin, j'ai l'impression d'être un écrivain sans imagination. C'est-à-dire que, je prends les choses au sens très littéral du terme. Quand vous intervenez, j'écris pour la jeunesse. Quand j'interviens dans des lycées, on me dit ah là là, il faut avoir de l'imagination pour être écrivain. Non, il ne faut pas avoir de l'imagination. Il faut être capteur alors. Faut regarder. Moi, j'ai l'impression d'être plus en train de constamment prendre des éléments du réel qui viennent de faits divers, d'histoires de gens qui me sont proches, de choses que je lis dans les livres d'autrui, de choses que je peux voir à la télé, dans les films, etc. Enfin, tout dans le bus, dans le train quand il roule, tout devient et dans le train quand il roule pas, tout devient possiblement élément d'un texte à venir. Et j'ai l'impression d'être constamment en train
d'assembler, de transposer, de déplacer les choses. Et en fait, ce personnage-là n'existe pas. Et à la fois, il est l'addition de... j'ai mis le prisme romantisme. Je l'ai associé... C'est peut-être le seul parti pris qui pourrait être contestable. Je l'ai associé à recherche d'amour. Et j'ai regardé tout autour de moi, là où j'ai trouvé des désirs de recherche d'amour absolu, des désirs de fusion, des attentes du grand amour. À la fois dans le champ de la littérature, il y a l'histoire de William Burroughs qui apparaît à l'intérieur. Avec ce test fameux, voilà. En fait. Ouais, le test de compatibilité absolue, on vous expliquera peut-être ça. Vous le faites ce soir ou pas, parce que... Être révélateur. Donc on vous donnera le mode d'emploi. Restez jusqu'au bout. On va faire un teasing à l'américaine. Restez jusqu'au bout et vous trouverai une solution. Ça peut être aussi révélateur d'incompatibilité. Mais voilà, à un moment, tout ce que je regardais autour de moi rentrait dans ce... Enfin, j'avais ma grille de lecture, j'avais ma recherche, mon tamis et ce portrait de femme, cette assemblée de tout ce qui se passait, de tout ce que je portais déjà en moi, de toute façon. Alors, parce que je suis aussi, j'ai aussi cherché l'amour. Je suis aussi romantique. Par-delà le fait, voilà. Un grand romantique. Voilà. On ne va pas faire de référence à des chansons célèbres, mais le romantisme est toujours là. Et cette formulation d'Éric qu'on invente si peu quand on écrit, on pourrait aussi vous la retourner, puisque c'est toujours la même chose. Vous vous attaquez quand même à un personnage mythique. Vous nous mettez parfois en position de spectateur, puisque cette Frances Farmer au caractère bien trempé va se faire à un moment arrêter par la police, et vous nous mettez en position d'acteur en disant on dispose peu d'images de cette arrestation. Donc parfois on est face aux documents que vous avez réunis. Donc comment vous avez jaugé finalement entre la nécessité d'inventer, puisque Frances s'est éteinte en 1970, mais elle reste quand même mystérieuse. Il y a des parts de non-dit qui restent en elle, même si elle a été filmée. Même il y a au fond assez peu de choses. Même. Voilà, en fait, il y a assez peu de choses à part l'apparence. Donc comment vous faites avec ça? Vous vous libérez du mythe et puis vous autorisez des chemins de traverse? Alors évidemment, la part d'invention, elle vient beaucoup dans les ellipses et dans les incertitudes, voire dans les blancs de ce qu'on a comme élément concret de l'ordre de la documentation lorsque on mène des recherches à propos d'un personnage et puis surtout de tout ce qui l'entoure, puisqu'évidemment, comme on sait assez peu de choses sur Frances Farmer, je me suis surtout documenté sur qui étaient les producteurs qui l'entouraient, dans quel film elle avait joué. À un moment, elle fait un passage en hôpital psychiatrique. Je me suis renseigné sur quelles étaient la façon dont on soignait les corps à cette époque-là et qui étaient les grands médecins de l'époque. Enfin voilà. Donc à la mode. Voilà. Et donc c'est une espèce de circulation tout autour du personnage qui permet peu à peu de recomposer par bribes et par des biais obliques comme ça son portrait. Mais je souscris tout à fait à l'idée, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'imagination ou non, je ne crois pas d'ailleurs en avoir beaucoup, mais au fond ça m'intéresse assez peu. Pourquoi? Parce que Éric a dit un truc assez important tout à l'heure et je pense que ça rejoint aussi le fait d'écrire sur un personnage féminin. C'est-à-dire que dans l'écriture, moi, je cherche avant tout des déplacements, en fait. Je cherche d'abord à me réinventer moi et mon rapport à la langue, et puis aussi peut-être à appréhender des milieux, des époques, des histoires qui ne sont pas les miennes et qui sont même parfois assez éloignées des miennes. Donc si je me recroquevillais quelque part dans ma propre imagination, si je donnais au lecteur à voir ce que j'ai dans la tête, bon, je ne sais pas si ce serait très intéressant ou pas, mais enfin, ce serait quelque chose finalement qui émanerait de moi, et je préfère faire le mouvement inverse. Je préfère me transporter, je préfère me déplacer, et évidemment, ce déplacement, le contexte dans lequel il s'opère, c'est le réel. Et donc, on est, comme l'expliquait très bien Éric, on est amené à piocher dans cette espèce de répertoire virtuellement infini qui constitue la réalité qui nous entoure, c'est-à-dire la réalité immédiate, mais aussi à travers les âges, à travers l'histoire. On pioche des éléments qui nous intéressent et qu'on réagence. Et au fond, la fiction et la trajectoire que nous inventons à travers la fiction se reconstituent comme ça. Donc moi, je tiens beaucoup à ce déplacement, et écrire sur une femme, sur un corps de femme, a probablement aussi permis... vous savez, il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Genet qui disait « J'écris pour mettre la pagaille chez moi-même ». J'écris pour mettre la pagaille chez moi-même. Ouais, très belle phrase. Et c'est une très belle phrase, et j'y pense souvent, en fait, et j'essaie aussi, dans une certaine mesure,
de mettre la pagaille chez moi-même et peut-être un petit peu dans le monde qui m'entoure aussi. Et pour ça, bon, bah, j'ai besoin d'autre chose que l'imagination. J'ai besoin j'ai besoin de me promener dans le réel grâce à ce biais qui est le seul que j'ai à ma disposition, qui est l'écriture. Voilà, et c'est un point commun entre vous deux. Finalement, vous vous promenez dans ce qu'on peut appeler le réel, sauf que vous prenez le temps de poser un regard, parfois espiègle, parfois perdu sans doute, parce qu'il faut savoir aussi s'égarer pour retrouver certains chemins. Alors, pour sentir un peu la musique des livres, puisque même si effectivement le centre est la féminité, mais à des rythmes, à des musicalités variées, on va vous écouter nous lire un extrait. Mathieu, à quel moment du livre vous situez ce passage? Oui, c'est vrai qu'il faut le recontextualiser un peu. C'est vers le milieu du livre. On est en 1942. C'est un moment où la carrière de Frances Farmer commence un petit peu à déraper parce que, comme vous l'avez compris, elle n'était pas forcément toujours très, très conforme à ce que les studios hollywoodiens attendaient d'elle. Et c'est une scène qui est d'ailleurs assez... c'est même un basculement, en fait, non seulement dans le livre, mais dans sa vie. Puisque après cette scène, elle va en subir les conséquences. Vous allez Tout de suite vite comprendre pourquoi. Elle quitte le highway. Ah non, juste un truc, pardon, un truc que j'explique. En 1942, et en même temps c'est bien parce que ça va vous montrer aussi un peu comment on travaille. Quand on va pêcher des choses dans le réel comme ça, on trouve des choses qu'on ignorait. En 1942, il s'est produit quelque chose, un épiphénomène dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qui s'est appelé la bataille de Los Angeles. La bataille de Los Angeles, c'est qu'en fait, un objet volant non identifié qu'on a pris pour un avion japonais est entré dans le ciel de la Californie et toutes les batteries de défense aérienne, la DCA, se sont mises à bombarder dans le ciel en pensant essayer d'abattre ces avions. Et du coup, les batteries, elles se répondaient. Il y avait un point, donc ça faisait une flamme lumineuse, donc l'autre, il déclenchait, etc. Et donc, le ciel de Los Angeles est littéralement embrasé. Et il a été prouvé un peu plus tard que, en fait, dans le ciel de la Californie, cette nuit-là, il n'y avait rien. Et donc, évidemment, c'est une métaphore incroyable de Hollywood. La bataille de Los Angeles est une pure bataille de lumière. C'est le vide absolu, voilà. sublimé. Ce sont des lumières qui ont répondu à des lumières. Et alors, bon, l'armée américaine, il avait un peu mauvaise, ils avaient l'air cons quand même. Donc, ils ont dit, bah, écoutez, si c'est comme ça, on va établir un blackout sur tout le territoire du littoral américain, enfin, en tout cas à l'ouest. Donc, il n'y aura plus de lumière du tout. Comme ça, on ne reproduira pas les mêmes erreurs. Et c'est important parce que là, la scène qui va se passer est en une nuit de blackout. Voilà. Elle quitte le highway, bifurque sur la droite pour prendre la route de la Corniche. Dans certains virages, ses roues vont mordre les gravillons qui bordent l'asphalte, craquent dans un bruit de grains écrasés et giclent en averses de grêle sur les bas-côtés. Le vent, la vitesse lui donne un peu froid. Elle accélère en se disant qu'elle en sera plutôt rentrée chez elle, glissée nue sous ses draps. D'abord, un fine point lumineux posé sur l'horizon vers lequel elle se précipite et qui aussitôt grossit, s'instille dans la rétine en lisière du ruban de bitume. Une lampe torche braquée dans sa direction s'agite, fait de grands signaux à l'approche de l'automobile. En même temps que retentissent des coups de sifflet qui transpercent le bruit du moteur, derrière la source lumineuse apparaît la silhouette plus noire que le fond de la nuit, d'un policier qui intime à la conductrice l'ordre de se ranger, de couper le contact, et lui balance immédiatement au visage le rayon de sa lampe qui blesse les yeux de Frances. Elle détourne la tête, il la somme de la relever. Bien qu'elle ne puisse distinguer ses traits, elle devine au ton de sa voix la surprise de l'agent qui ne s'attendait vraisemblablement pas à trouver une femme au volant d'un tel bolide à cette heure-ci, et encore moins une femme comme Frances, une beauté blonde échevelée dont la robe de soirée pointe sous sa veste mal refermée. Loin de s'adoucir, et peut-être parce qu'il aperçut lui-même, lorsqu'il l'a prononcée, l'infime fêlure qui a lézardé sa phrase précédente, c'est-à-dire qu'il a senti son autorité vaciller, il aboie pour lui ordonner de décliner son identité et lui demander pourquoi ses phares sont allumés alors qu'elle circule en zone de blackout. Ne sait-elle pas que nous sommes en guerre, que nous pouvons être bombardés à n'importe quel moment? Il est si près d'elle maintenant qu'elle peut respirer son haleine, et lui la sienne probablement, le Bourbon. Frances a très peur que son képi ne touche son front. La perspective de ce contact la fait frissonner de dégoût. Elle sent sa mâchoire se serrer, les mots « Please, don't piss me off » sortir d'eux-mêmes.
L'homme fait mine d'avoir mal entendu, joue les interloqués, s'exclame, monte dans les aigus, la met en demeure de répéter ce qu'elle vient de dire. Elle le regarde dans les yeux, malgré le faisceau de lumière toujours pointé vers elle. Il tient la lampe comme un haltère, comme un javelot, le bras replié au-dessus de son épaule. « Don't break my balls », dit-elle. Il lui hurle de sortir de la voiture, de venir avec lui jusqu'à sa moto, dressée sur la béquille, à quelques pas de là. Il marche devant elle, les jambes arquées, le buste gonflé, les bras écartés, il fait le flic. Il a des gestes de flic, il joue son rôle de flic. Mauvais acteur dont l'interprétation paresseuse, caricaturale, lui vaudrait sur des rushs d'être coupé au montage, sauf à figurer au casting de l'une de ces productions mécaniques qui sortent par centaines des studios et qui débitent de la bobine au kilomètre. Et cette impression d'être dans un film médiocre, une comédie de bas étage ou une histoire de gangster merdique, cousue de fil blanc, jouée par des pantins, et peut-être encore ce qui, à ce moment précis, exaspère le plus Frances. Elle refuse de sortir ses papiers, elle ne veut pas répéter son nom qu'elle a déjà donné tout à l'heure. La colère ne l'envahit pas, elle ne monte pas en elle. Ce n'est pas une puissance extérieure qui viendrait s'emparer d'elle. C'est un fleuve indolent qui coule au-dedans d'elle, au fond de son être, dont les bras, les affluents, irriguent chaque recoin de son corps, et dans le courant duquel, au moindre signal de sa volonté, elle peut choisir de se laisser remporter, où elle peut, à chaque instant, décider de sauter. Quand le policier essaie de lui arracher de force son sac à main, elle le lui enlève, l'esquive, emporté par son élan, il manque de s'affaler, en s'effaçant sur le côté, comme avec une muleta, utilise la sangle à la manière de la laisse d'un fléau d'armes, ou de ces cordes au bout desquelles sont accrochées les boules de gaucho, elle s'en sert pour le frapper en plein visage, au moment où il se retourne et ne l'a pas vu venir. Et le temps que, sous l'effet de la surprise et de la douleur, il porte sa paume à l'endroit où il a reçu le choc, elle se jette brutalement sur lui, l'agrippe par sa veste d'uniforme, le traite de nazi, lui assène plusieurs coups de l'intérieur du poing, un coup de pied, elle vise les couilles. L'homme se tord de douleur, plié en deux. Elle le bouscule, le frappe encore, il tombe en arrière, gît sur le dos, son képi aplati sur le sol à côté de sa tête, sa lampe torche encore en main qui éclaire la terre, qui n'éclaire plus rien. Il remue maladroitement les bras pour se remettre d'aplomb, aussi ridicule et imbécile qu'un scarabée retourné sur ses élytres. Elle éclate de rire en le regardant se relever laborieusement, titubant presque, et qui se tient l'entrejambe. D'un mouvement sec du talon, Frances remonte la béquille de la moto, sur les réservoirs de laquelle trône l'écusson Los Angeles Police Department, et renverse l'engin sur le flanc en le poussant de toutes ses forces. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez entendu cet extrait, vous l'avez écouté, et on parle bien de Frances Farmer, une star hollywoodienne qui est en train de faire subir certaines violences à un policier de la police de Los Angeles. Donc c'est pour reprendre aussi le contexte, et c'est vrai que ça rajoute un élément supplémentaire à ce personnage, à celui de Frances Farmer. De Frances Farmer, la star, on va aller vers l'autre personnage, une autre femme éclairée par votre livre, Éric Pessan. Cette femme dont on va parler, au fur et à mesure que vous nous la présentez, on fait connaissance avec son intimité intellectuelle, avec ses références. Par exemple, il est question du groupe New Order, il est question, puisqu'on parlait d'Hollywood, de cette histoire assez extraordinaire entre Romain Gary et un prétendant à cette Ginsberg, et ce prétendant, Clint Eastwood. Sauf qu'on pourrait penser que Romain Gary, l'écrivain qui arrive face à Clint Eastwood, il est plutôt, comme on dirait dans un langage un peu trivial à l'américaine, mal barré, sauf que c'est, en tout cas votre héroïne et certaines versions, aiment à penser que c'est Clint Eastwood qui s'en va, en fait, qui se défile. Et puis ça m'arrangeait que Clint Eastwood fuit devant un écrivain, en fait. Oui, c'était... Mais alors, justement, toutes ces références que vous parsemez, en plus, effectivement, votre héroïne rajoute un autre élément encore plus romanesque, c'est que, bien sûr, elle imagine que le pistolet qu'a utilisé Romain Gary pour effrayer Clint Eastwood, puisqu'ils avaient la même amoureuse, eh bien, ce pistolet lui a servi 12 ans plus tard à ce fameux Romain Gary à en finir avec la vie. Ces références qui vont donner corps à votre personnage, vous les avez constituées comment? Elles sont venues presque naturellement? Elles étaient dictées par une voix intérieure? Non, elles étaient... L'histoire de Clint Eastwood, c'est exactement voilà, la bonne histoire. On lit ça, on le note.
On met de côté pour on plus le met de tard. côté, et puis je me dis, tiens, cette histoire est drôle, je la mets de côté. Tout comme l'histoire de William Burroughs avec sa première épouse, Joanne Wollner. Voilà, c'est des choses qu'on met de côté. Et puis à un moment, ça rentre ou pas dans un texte. Moi, j'ai l'impression d'avoir de passer mon temps à remplir des herbiers de tout ce que je peux récolter. Et puis des fois, ça fait sens avec un texte. Mon personnage, elle est artiste, elle est photographe, elle travaille dans le milieu de la culture, elle a une démarche artistique. Donc, je trouvais normal qu'elle soit nourrie de références liées à l'art, liées à la littérature, liées au cinéma énormément. Il y a beaucoup de choses sur la Nouvelle Vague aussi. Beaucoup de références à la Nouvelle Vague dans le Pierrot roman. le Fou et voilà. autres contextes Donc cinématographiques. je trouvais ça, je trouvais que il y avait une certaine justesse du personnage, qu'elle soit là à cet endroit-là, je trouvais ça juste, tout simplement. Alors justement, ce personnage-là, vous allez nous en livrer une partie de ce journal vécu en direct par enregistrement interposé. À quel moment de son récit? Je vais piocher, je vais prendre quelques morceaux au hasard, comme c'est jour après jour, elle se filme face caméra, ça commence et ça finit toujours par un fondu au noir. Je pioche comme ça quelques briques. Et le hasard n'est qu'un rendez-vous, comme disait le poète. Donc ça Puis tombe bien. je vais commencer par une histoire de voiture, évidemment, pour Oui, un hommage la à transition, Mathieu. c'est travaillé. Je lui raconte le week-end dernier. J'avais déposé une annonce sur un site de covoiturage pour aller en bord de mer. J'avais besoin d'espace et de lumière. Beaucoup d'espace, beaucoup de lumière. Et si possible, des coups de vent en pleine figure. J'étais seule passagère. Le type qui conduisait m'a posé des questions sur mon appareil photo. Je lui raconte que le conducteur était intelligent, cultivé, sensible et très beau mec. Qu'il avait une manière de sourire bien à lui, une chaleur qui naissait d'abord dans ses yeux avant d'atteindre sa bouche. Je lui raconte que l'on a ri, que le type m'a offert un café, qu'il souhaite voir mes photographies. Il m'écoute. J'aimerais être sûr que son silence contient un tout petit peu de douleur jalouse. Ça m'arrive de me retourner dans la rue avec l'espoir d'avoir accroché un regard à mon passage. Des années durant, tu te moques, tu ris. Tu ouvres des bières contre ta cuisse avec le cul d'un briquet. Tu as les doigts qui poissent un peu. Tu fais tourner un joint et tu ricanes en imaginant l'horreur des soirées guindées aux chandelles sur les grandes nappes blanches amidonnées. Tu ris à n'en plus finir. Tu te lèves, pousses le cendrier qui déborde, cherches un titre de punk rock sur Internet. Et un jour, tu finis par en vouloir à tous ces hommes qui ne t'ont offert que quelques bières tièdes sans avoir pour toi la prévention des chandelles et des nappes blanches. Je suis libre, je suis belle, je mène ouvertement ma vie, je n'accepte pas les chaînes, je n'accepte pas de vivre une vie qui ne soit pas la mienne. Je lis de l'admiration dans les regards des amis qui ont renoncé. Je suis intègre, elles disent. Je suis droite, elles sifflent. J'avance où je veux et je ne me laisse pas barrer la route. Je suis applaudi par des femmes qui n'ont pas su imposer leur indépendance. Je suis respecté. Je suis seul. Plusieurs amis laissent plus d'argent à leur psy que moi à mon dealer. Je le rencontre sur un site spécialisé qui filtre les profils en fonction de leur orientation politique et culturelle. Il a 5 ans de plus que moi, il est divorcé, père de 2 enfants, il vote à gauche, va au musée, est abonné à la scène nationale conventionnée et il aime la poésie. Il fait du sport dans un club, sa délicatesse me fait oublier qu'en manière de poésie, il ne connaît personne au-delà de Jacques Prévert et Boris Vian. Ses enfants me font la gueule, son ex-épouse entretient une longue et patiente guerre des tranchées, mais il est très amoureux et se déplace souvent pour son travail. Cela me laisse des grandes plages de liberté. Je cède sur le mariage. Les enfants ont besoin d'un cadre normalisé et rassurant. Le samedi, il invite des collègues et je fais suer les pleurotes achetées le matin au marché pendant que le poulet achève de perdre sa graisse sur le tourne-broche du four. Les amis arrivent, ils évoquent dès le second apéritif les inquiétudes sociales et les peurs liées à de nouveaux attentats terroristes. Mon époux complimente ma poêlée forestière. Son collègue remarque une photo encadrée au mur. Et mon époux répond avec fierté que j'en suis l'auteur. Quand il m'a rencontré, je faisais de la photo. Il m'arrivait même de tourner de petits films avant. C'est à cet instant précis que je plante ma fourchette dans l'amande qu'il vient de glisser sur ma cuisse et que je pars en courant dans la nuit, malgré la pluie et mes talons.
Et cet autre-là, qui m'offre La chambre claire de Roland Barthes, il est tellement content de l'originalité de son cadeau que j'ai envie de lui dire de le glisser directement sur l'étagère, à côté des 3 exemplaires que je n'ai jamais lus. Voilà, on voit le point commun entre ces deux femmes, en tout cas, et ça fait résonance avec une phrase que vous trouverez dans le livre de Claudie Gallet, La beauté des jours. L'héroïne de Claudie Gallet, Jeanne, cette employée des postes, est fascinée par une artiste performeuse, et elle cite justement cette artiste, l'héroïne de Claudie Gallet, cette artiste performeuse qui écrit « J'ai mis du temps à comprendre, mais maintenant je sais, les femmes ne sont pas moins fortes que les hommes. Non, ce n'est pas ça, mais elles renoncent. Elles laissent leurs rêves pour réaliser ceux des hommes. » Et justement, on pourrait le dire, Mathieu, dans le cadre de Frances Farmer, c'est tout le contraire, puisque vous avez lu la scène où elle a cet échange violent avec les policiers, mais en fait, elle n'a rien fait pour renoncer à ses rêves et pour suivre le chemin dicté par les hommes, parce que dès le départ, une des premières invitations à la notoriété, toute relative, mais c'est un début de notoriété, c'est un concours d'écriture. Ça aurait pu être une nouvelle, on va dire, fleur bleue, mais cette nouvelle, enfin ces écrits, touchent à un sujet hyper sensible, c'est Dieu existe-t-il ou pas? Et naturellement, elle ne va pas aller dans le sens d'un militantisme religieux. Non, c'est vrai qu'elle était mal barrée quand même dès le début, parce que là, elle a quoi, 15-16 ans, elle est au lycée, il y a un concours d'écriture qui est donné dans le lycée en question et qu'elle remporte. Et donc elle est face à une assemblée et elle donne lecture du texte pour lequel elle a gagné ce petit concours, et le texte s'intitule « God dies », Dieu meurt. À Seattle, comme dit Voilà. le... Et à Seattle, et évidemment, dans les années 30, devant une assemblée de parents d'élèves venus écouter les merveilles écrites par leurs rejetons, ça fait pas meilleur pas bon effet. Effectivement, et c'est marrant parce qu'en fait, ce moment est le premier document qui existe d'elle, puisque elle passe le lendemain dans la presse locale, régionale, on dirait. Donc ça fait des coupures de journaux ça déjà. Ça fait des coupures de journaux, et c'est assez amusant parce que donc elle est présentée ni plus ni moins comme une délinquante. Vraiment, c'est un article très mode ligue de vertu, complètement outré. Vous vous rendez compte, les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils ont dans la tête. Et vis-à-vis de cet article, il y a une petite photo d'elle où elle est absolument ravissante avec sa petite coupe au carré. Et en fait, dans ce contraste, il y a déjà beaucoup de la personnalité de Frances Farmer, c'est-à-dire quelqu'un dont l'image correspond à une espèce de prototype de la femme hollywoodienne et américaine fantasmée de l'époque et assez parfaite. Et puis, effectivement, une personnalité sous-jacente, souterraine, pas du tout souterraine d'ailleurs, et même plutôt volcanique, qui ne correspond pas du tout à cette image-là. Donc, c'est quelqu'un qui... c'est pas... En fait, c'est assez compliqué. C'est pas qu'elle ne veut pas se conformer à l'image qu'on fait d'elle. C'est même pire que ça. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui a tout pour devenir une icône, une grande star du cinéma hollywoodien, parce que franchement, alors, juste une parenthèse, mais qui est importante, la filmographie de Frances Farmer, c'est pas beaucoup de films, c'est 15-16 films. On peut en voir encore aujourd'hui 3 ou 4, et en gros, elle est assez naze, sa filmographie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme elle était insupportable, dans l'esprit des producteurs, ils la mettaient sur des séries B, un petit peu pour l'emmerder et puis pour la mettre au pas. Si tu nous embêtes, on va te mettre sur des films mineurs, et puis quand tu seras plus docile et que tu feras ce qu'on te dit de faire, eh ben, tu reviendras en tête de l'affiche. Mais il y a quand même un film qui est un film de Howard Hawks et de William Wyler, et donc qui sont vraiment 2 monstres sacrés du cinéma hollywoodien, dans lequel elle joue en plus 2 rôles, ceux d'une mère et de sa fille à 25 ans d'écart, et où elle est prodigieuse. Elle est vraiment extraordinaire. D'abord, elle est magnifique dans ce film, et elle joue ces 2 rôles avec des subtilités dans les différences absolument remarquables. Et donc, je mentionne tout ça pour dire que c'est probablement quelqu'un qui aurait pu faire une très grande carrière à Hollywood, qui aurait pu devenir une grande icône, peut-être pas l'égale d'une Marilyn Monroe, qui est l'icône parfaite et absolue et achevée, mais vraiment quelqu'un dont on connaîtrait aujourd'hui très bien le visage. Et ce qui m'a intéressé chez Frances Farmer, c'est que cette icône qu'elle est en train de devenir et qu'elle peut devenir, elle la brise. Dès le départ, presque. Elle la brise elle-même. C'est-à-dire que c'est même pas tant qu'elle fuit l'image, c'est qu'elle prend son image et elle la casse. Mais pourtant, la mère va bien découper au départ. Les coupures de journaux,
les coupures de journaux qui ne sont pas forcément ces coupures qui annoncent une carrière de star, mais c'est étrange en fait finalement, parce qu'elle est célèbre, mais pas forcément du bon côté. Alors, sa mère était fascinée par les premiers grands visages, les premières grandes icônes, justement, hein, du monde du cinéma hollywoodien. Et effectivement, elle découpait ses portraits, etc. Et c'est quelqu'un qui a vécu ou commencé à vivre une carrière hollywoodienne par procuration à travers sa fille. Et c'est un élément assez déterminant, même si moi, je n'ai pas voulu trop axer le livre là-dessus, parce que je ne voulais pas que la grille psychanalytique soit trop renforcée, voilà. Mais ça reste quand même un élément sous-jacent qui compte dans la vie de Frances Farmer, et pour une raison assez simple, c'est que quand elle est internée en hôpital psychiatrique, c'est essentiellement sous l'action de sa mère. Et pourquoi sa mère prend réellement comme preuve, aux yeux des médecins, vous voyez bien, elle ne veut plus retourner à Hollywood, elle ne veut plus devenir une star, elle ne veut plus devenir et faire ce que toutes les femmes veulent devenir et faire. Et donc, elle est folle. Ma fille est folle, elle ne veut pas retourner à Hollywood. Et ça a été vraiment retenu contre elle. Ça a été un argument auquel les médecins ont été sensibles en disant « Ah ouais, c'est vrai, elle a un problème, elle ne veut pas retourner à Hollywood. » Votre héroïne, à vous, Éric Pessan, pour rebondir sur ce qu'on disait au fait de renoncer ou pas renoncer à ses rêves, elle est un peu entre les deux trajectoires finalement. D'un côté, elle ne renonce pas à ses rêves puisqu'elle cherche un amour parfait et d'une certaine manière, il y a ces scènes dans le livre que vous racontez où elle est déçue de l'homme qu'elle rencontre, qui est relativement gentil, mais il n'est pas synchronisé avec la gestuelle. Il n'est pas là pour le... Il n'embrasse pas au moment où elle attendrait qu'il l'embrasse. Et puis en même temps, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, le fait de chercher, d'avoir une quête d'un amour, d'un romantisme, ça la rend libre, mais aussi très seule. Oui, c'est-à-dire qu'elle est dans ce constant paradoxe. Elle est très fière de sa liberté et à la fois, parfois, elle en souffre. Enfin, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes parce que je pense que c'est une situation extrêmement banale en définitive. C'est-à-dire qu'elle est en permanence, elle a fait aucune concession, donc elle est une artiste que personne ne connaît. Voilà, ça c'est une première chose. Elle est seule et elle a cette espèce de fierté de ne jamais avoir fait de concession, de ne jamais avoir dévié de sa route qu'elle s'était donnée, et à la fois, d'une certaine façon, elle en paye le prix, puisque parfois cette solitude lui est insupportable, parfois son travail stagnant lui est complètement insupportable. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait enfoncer les portes ouvertes à plusieurs reprises quand on aborde ces sujets, mais ce qui est intéressant, et c'est aussi un des points communs entre vos deux livres, Mathieu et Éric, c'est qu'à la fin, finalement, et chacun se fera son opinion, on ne sait pas, Éric, si votre héroïne est effectivement forte parce qu'elle accepte aussi des moments de douleur, de vrais moments de douleur physique, même le fait de se livrer, de parler devant une caméra, ça lui demande des efforts, ou si finalement elle est victime de son tempérament et elle regrette, il y a en tout cas, il peut se dégager une sorte d'ambiguïté du personnage. Oui, elle est de toute façon. Enfin, moi, il y a une ambiguïté totale, et j'aime beaucoup cette ambiguïté-là. C'est-à-dire que on lit l'histoire d'un homme qui nous raconte ce qu'une femme lui dit à travers un écran, sachant qu'il n'a plus revu cette femme depuis des années. Donc, il est possible que tout le monde mente sur la chaîne également, ou que tout le monde ait donné sa vérité et embelli l'histoire. Le lecteur ne sait rien d'autre que ce que dit l'homme sur ce que lui a dit la femme. Voilà. Et il peut truquer ses comptes rendus. Tout peut être truqué. Et ça m'intéresse énormément. Ce qui m'intéresse énormément, c'est de jouer aussi avec le pacte autobiographique. C'est-à-dire, voilà, on écrit, on dit, voilà, ceci, c'est ma vie. Et il n'y a que le fait de le dire qui crée le pacte. La plupart des choses sont absolument invérifiables. Donc cet homme nous dit que cette femme dit qu'elle dit la vérité. Cet homme nous dit qu'il dit la vérité de cette femme. Et nous, en tant que lecteurs, le lecteur est à la troisième position. Et il y a énormément de choses. Alors, ça m'amuse. En fait, ce qui m'amuse, moi, c'est que je collectionne les interprétations. Des gens ont lu ce livre et sont venus m'en parler en me disant oui, elle est très forte, non, elle est très seule, elle est très triste, elle est très joyeuse. En fait, et ça, je trouve ça intéressant. Et même la fin,
Certains voient la fin dont on ne parlera pas. Certains voient la fin d'une manière absolument dramatique et d'autres, au contraire, l'ont interprété quasiment à rebours. Et ça, j'adore, parce qu'en fait, c'est le moment où moi, en tant que lecteur, j'ai besoin que le texte, à un moment, me tende un miroir quelque part. Voilà. Si je veux, pour moi, l'empathie que j'éprouve pour les personnages ne marche que si on me tend un miroir à un moment. Et j'ai, en tout cas, je sais pas, je suis pas en train de dire que j'y suis arrivé avec ce livre-là. En tout cas, c'est quelque chose que je recherche, et je sais que pour certains lecteurs, ça a marché, et ça me remplit de joie. Et ambiguïté du personnage, c'est exactement la même chose dans le cas de Frances Farmer, parce qu'effectivement, parfois, elle peut même énerver le lecteur, parce qu'elle a un caractère tout à fait peu appréciable, qui manque de respect, elle a un discours extrêmement vif. On se dit, bon, elle a beau être jolie, elle a beau être extraordinaire, elle a beau être courageuse, pour qui elle se prend. Vous aimez aussi agacer le lecteur avec celle qui aurait pu être une icône, et dont on ne sait pas finalement si tout cela est consenti par elle, parce que c'est ce qu'on disait au départ sur la folie. Est-ce qu'elle maîtrise ou pas son destin? Est-ce qu'elle a une impulsion? Aujourd'hui, est-ce qu'on la rendrait porteuse du bipolaire, puisque tout le monde est bipolaire, dès qu'on a des sautes d'humeur, on est bipolaire. Ça vous, comment dire, ça vous amuse aussi de titiller le lecteur, toujours par le truchement de ce réel? Mais moi, je crois que j'aime bien quand elle est agaçante, en fait. Ah oui, donc vous êtes vraiment amoureux, alors? Oui, peut-être, mais... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a les traces ou les manifestations d'une force dans cette figure, dans la figure que j'ai essayé de comprendre et de dessiner et de donner à lire en retour, c'est aussi probablement par les moments où elle est agaçante, c'est-à-dire les moments où elle est impossible à raisonner et où même notre empathie d'ailleurs est malmenée. Oui, mais même notre empathie ne suffit pas à la saisir en fait, parce que voilà, ce serait presque trop simple de la dessiner comme une espèce de bloc monolithique victime de la concupiscence des hommes et de la grande méchante bête, le Léviathan hollywoodien qui se joue du corps des femmes. C'est effectivement plus compliqué que ça. Alors après, sur l'aspect pathologique que ça peut recouvrir, évidemment, là, c'est un des enjeux aussi du livre, c'est de montrer comment les codes évoluent et comment une certaine manière de se comporter à une époque peut être assignée à de la folie, alors qu'à d'autres époques, elle ne le serait pas nécessairement. Elle passerait pour une rebelle qui serait plus adulée. Disons que, en fait, ce qu'a fait Frances Farmer en son temps, c'est pas vachement pire que Britney Spears. Britney Spears, voilà. Oui. Bon, sauf qu'elle n'a pas, à ma connaissance, été internée pendant des années comme ça. Et je dis ça un petit peu en plaisantant, mais pas tout à fait, parce que ça m'intéresse aussi d'essayer de chercher ça. Qu'est-ce qu'on appelle folie à une époque donnée? Il y a un côté relatif de cette folie. Il y a un côté absolument relatif. Il y a un côté, la folie, c'est un contrat social. On décide que telle personne est folle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait techniquement? C'est ce qu'explique Foucault magistralement, c'est qu'on rend fous les fous. Puisqu'avant qu'on ait décidé qu'ils étaient fous, ils ne le sont techniquement pas. Et que par ailleurs, quand il s'agit d'enfermer des personnes dans des conditions d'incarcération plus que d'hospitalisation qui était celle de la psychiatrie expérimentale américaine au milieu des années 40, de toute façon, n'importe qui devient fou. Hein. C'est d'ailleurs, il y a un grand film de Samuel Fuller qui montre ça, peut-être que certains ici l'ont vu, qui s'appelle Shock Corridor. C'est l'histoire d'un journaliste qui trouve le meilleur plan pour gagner le prix Pulitzer, qui est de se faire enfermer avec des cinglés et d'en tirer un récit qui lui permettra de gagner ce prix. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui arrive à ce pauvre journaliste qui se trouve enfermé? Il est pris lui-même, exactement madame, dans cet engrenage et il devient cinglé. Et c'est donc une façon magistrale de montrer à quel point les systèmes de traitement de la folie sont des fabriques de folie. Et vous avez fait exprès, parce qu'il me semble que dans le livre c'est tout au long le cas, de l'appeler Frances tout le temps. Vous l'appelez jamais par son nom et son prénom. La plupart du temps, Frances. Donc, est-ce que c'est une manière de nous dire que vous êtes tellement de son côté que pour vous, elle n'a plus de nom de famille, elle est qu'un prénom? Ça a été conscient ou... Ça a été conscient, c'est aussi un peu un jeu avec... disons que j'ai l'impression quand on utilise seulement le prénom,
ça ferme moins le personnage. Et ça permet aussi peut-être une liberté à la fois d'identification pour le lecteur, mais aussi pour moi en tant qu'auteur, pour disposer un petit peu finalement de la personnalité historique qui a inspiré le personnage. Je me sens plus libre. Voilà. C'est-à-dire que malgré tout, c'est elle, c'est Frances Farmer, j'en fais pas mystère. Le livre est inspiré par une personne ayant existé. Mais le fait de ne donner que son prénom me permet aussi, si besoin est, d'avoir recours aux licences poétiques et aux entorses imaginaires voilà, que le livre nécessite. Et vous aussi, par rapport au prénom, parce que finalement, il n'y a pas de... on aurait pu imaginer quand quelqu'un raconte à ce point sa vie, c'est-à-dire à ce point dans le sens de l'intimité, qu'elle livre des parcelles d'elle-même, qu'elle a peut-être seulement livré à cet homme qui est celui qui nous rapporte ce qu'elle a vécu. On aurait pu imaginer qu'elle commence le journal par le fait de se nommer moi, nanana, et vous avez gommé cet aspect, ce qui la rend d'ailleurs universelle d'une certaine manière. Ça aussi, c'était un choix d'auteur, ça ne s'est pas posé? Oui, enfin, c'était un choix, mais c'était pas... je pense qu'elle aurait, s'adressant à quelqu'un, regardant la caméra, donné son nom, son prénom, etc., face caméra, ça me paraissait... dramaturgiquement parlant, ça fonctionnait pas. Elle tient son journal. C'était trop normal. Un journal, on commence pas son journal en disant je m'appelle, voilà. Après, elle aurait été, je pense qu'elle aurait eu n'importe quel prénom, elle aurait eu certainement cette même universalité là. Mais là, c'est quelque chose de dramaturgique. Je vois ce personnage qui se filme tous les jours devant. Et je vois pas cette nécessité de se nommer. Donc elle dit je, et l'homme qui reçoit le film ne la nomme pas non plus. Donc voilà, à aucun moment j'ai ressenti l'envie, le désir de nommer mes personnages. Et j'aimais bien justement prénommer des personnages de fiction, c'est toujours de toute façon extrêmement compliqué. Parce qu'on ne sait jamais d'où viennent. Ou des fois, on le fait, et puis après, vous vous retrouvez face à des collégiens à expliquer que le narrateur de votre premier roman jeunesse se prénomme Thomas à cause de Thomas Bernhardt. Et donc, il faut dire qui est Thomas Bernhardt, etc. Qui complexise voilà, parfois l'explication. Mais bon, vérité. Mais voilà, nommer des personnages, c'est toujours un peu compliqué. Là, je trouvais que ça fonctionnait sans. Et puis, je trouvais ça beaucoup plus juste qu'elle ne donne pas son nom. Donc je ne me suis pas imposé ce problème-là sur ce texte-là. Qu'est-ce qui a été le plus dur quand vous avez écrit ce livre, Mathieu? Parce qu'on a dit, finalement, on peut s'autoriser des licences poétiques, on peut même imaginer des choses secrètes, mais d'une certaine manière, il y a un moment où il faut savoir mettre la limite, puisque quand même, Frances, elle a existé pour de vrai. Donc, il y a peut-être des admirateurs qui réagissent au livre avec passion. Mais en tout cas, il y a un moment où on s'arrête. Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui a été difficile? De vivre avec elle, d'avoir son visage en permanence, de côtoyer son intimité, de savoir jusqu'où on pouvait aller? Oh non, c'était une fréquentation pas désagréable. Hein. Ça n'a pas été le côté le plus difficile. Et puis par ailleurs, toute la recherche périphérique qui alimentait le livre, c'était essentiellement lire des biographies d'acteurs, lire des grands livres qui racontent la fondation des studios hollywoodiens, voir énormément de films, donc s'immerger dans cette région culturelle-là, qui est quand même pas la chose la plus désagréable qui soit. C'est quand même un moment de documentation pour alimenter le texte assez heureux. Parce que, voilà, même si je brosse peut-être un portrait un petit peu contrasté de ce que faisaient les studios hollywoodiens, il ne faut pas oublier quand même que les films qui sont sortis de ces industries-là à ce moment-là sont quand même d'une beauté plastique inouïe. Ce sont des objets plastiquement formidables, merveilleux. Et donc, c'était tout à fait agréable de se documenter là-dessus. Non, il n'y avait pas... Au fond, ça ne me pose pas de difficultés particulières d'alterner comme ça entre des moments où je suis bien obligé d'inventer des éléments que je n'ai pas, et puis d'avoir recours à des choses, par contre, qui sont plus documentées et affirmées dans le réel. Après,
sur cette question-là, qui devient une question d'écriture, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a la chance de disposer aujourd'hui de ressources documentaires presque infinies, avec Internet, avec... bon. Et il se trouve, par exemple, je vais prendre un cas très concret, que quand je décris la maison d'enfance de Frances Farmer, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé l'adresse. Et donc, j'ai fait ce que fait tout le monde, tous les jours. Google Maps. Sur Google Maps. Et donc, il se trouve que la maison, elle est encore là. Elle est encore debout, elle n'a pas changé, elle est à l'abandon. En tout cas, elle l'était quand elle était prise en photo sur Google Maps. En acquérant votre livre, et on peut retrouver la maison via vrai, Google Maps, oui. c'est quand même C'est vrai parce extraordinaire. que je donne l'adresse. Eh bien, évidemment, moi, je vais décrire cette maison qui existe. Pourquoi est-ce que j'irais l'inventer? C'est même un plaisir inouï de pouvoir décrire la maison. Et, parenthèse, j'ai pas eu besoin d'y aller. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'un copain écrivain à nous, Christian Garcin, est allé, lui, à Seattle, m'a demandé l'adresse, et lui est allé voir la maison et m'a donc envoyé une photo avec lui devant de la maison de Frances Farmer. Donc, lui, il y est allé, mais moi pas. Mais voilà, pourquoi est-ce que... Enfin, c'est un plaisir inouï, en fait. C'est assez émouvant, même, de trouver cette image. C'est là qu'elle a grandi. Donc oui, quand je décris cette maison de bois à étage, il s'agit de la vraie maison. Et ça a l'air anecdotique quand je raconte ça, et ça l'est, mais ça dit aussi beaucoup Pas de tant choses. que ça quand même, Oui, parce voilà. que vous la décrivez certes, mais l'image, tout le monde y a accès, mais vous la redécrivez avec vos yeux et avec votre connaissance du personnage. Alors d'abord il y a ça, mais ça dit aussi quelles sont les possibilités de l'écriture, du matériau littéraire dont on dispose aujourd'hui, et qui sont inouïs et qui sont relativement nouvelles. Quand j'ai commencé à écrire il y a 20 ans, on n'avait pas tout ça. Et s'il avait fallu que je décrive rigoureusement la vraie maison où elle a grandi, j'aurais dû prendre l'avion, ça aurait coûté super cher, ça aurait été long. Et pour écrire un bouquin comme ça, en étant aussi rigoureux sur les éléments de réel que je cite, il m'aurait fallu 10 ans. Et c'est vrai que finalement, il y a une accélération des images. Vous, Éric, dans le parcours que vous nous livrez, il y a cette femme, il y a un rapport aussi à la maladie. Parce c'est un autre élément. Alors, on a parlé d'une maladie qui serait plus psychique avec Frances Farmer, mais c'est pas dit directement, mais cette maladie, elle est venue au fur et à mesure. Enfin, ce que j'appelle maladie, on pourrait le nommer autrement, mais en tout cas un rapport à la souffrance, parce qu'elle devient au fur et à mesure qu'on s'immerge dans l'intimité de votre personnage, elle devient une actrice ou un acteur vivant, qu'on ressent, puisqu'elle en parle. Oui, elle dit qu'à un moment, elle dit qu'elle commence... elle élude. Et puis, dans ces ellipses, l'homme qui regarde la vidéo comprend qu'il y a certainement une maladie en creux. Et puis, la maladie va rentrer un peu au fur et à mesure dans son journal. Voilà. Là, il y avait quelque chose qui était par rapport à mon démarrage sur le romantisme, mais j'ai envie de dire de façon très, très, très littérale. L'idée du c'est trop tard, de l'amour qui a peut-être été possible et qui sera plus possible parce que le temps a passé et on est passé à côté du grand amour et c'est trop tard et reste ce regret. Là, c'était pour faire le lien avec ce tout premier projet d'écriture sur le romantisme, que cette maladie arrive. Il y a un jeu de cache-cache avec la maladie, on ne sait pas si elle est réelle, si elle est fictive, si elle est là. Parfois, il y a des éléments très concrets et même très physiques, très, très crus sur la maladie en tant que telle. Parfois, elle semble plus être là. Mais j'avais envie de jouer là-dessus sur le romantisme de façon très... Très, très psychotest Biba, c'est-à-dire voilà. Et alors, vous aurez ce fameux test en 9 cases, mais ça, on laisse au lecteur le soin de le découvrir. Ouais, alors ça, c'est pas Biba, c'est William William notre Burroughs niveau. et Joan Vollmer qui étaient donc Burroughs a été marié jeune. On connaît l'histoire, peut-être que vous connaissez cette histoire-là. Une nuit de beuverie au Mexique, il a tiré une balle dans la tête de sa femme en jouant à Guillaume Tell. Elle avait placé une pomme sur sa tête qu'il n'a jamais atteint. Enfin, un verre sur sa tête qu'il n'a jamais atteint, il a tiré plus bas, il a raté. Voilà. Donc il y a plein de suppositions sur cette histoire, mais ils étaient totalement dans un désir de fusion, et donc ils avaient imaginé des choses
ils cherchaient la fusion. Donc, ils l'ont cherché dans les drogues, ils l'ont cherché dans l'alcool, ils l'ont cherché dans des psychotiques divers et variés. Et ils avaient un petit jeu en 9 cases qui permettait de voir s'ils étaient en fusion télépathique complète ou pas. C'est quand même un élément extraordinaire. Et il y a un autre élément, parce qu'on va devoir conclure, c'est que ces livres, on en a parlé sous différents angles, sérieux, comme ça, parfois avec sonalité, mais ce ne sont pas du tout des livres tristes. Et il ne faudrait pas qu'on pense que ce sont des livres tristes. D'abord parce que votre livre, Eric, est illustré par les dessins de l'illustratrice Mademoiselle Sauvageon. Oui, je voulais juste dire un petit mot là-dessus, c'est-à-dire que quand on donne un texte au chemin de fer, je me dépêche. Le chemin de fer propose un artiste. On est bon. Le chemin de fer propose un artiste que l'auteur ne choisit pas. Et il se trouvait que je connaissais le travail de Sylvie Sauvageon, qui est une plasticienne basée à Lyon, qui fait des collections. Elle fait des collections. Elle a redessiné au crayon de couleur 2 ou 3 000 vignettes Panini. Elle a une collection de 600 ou 700 couvertures de livres, y compris donc, quand c'est un blanche Gallimard, elle le fait au crayon de couleur, elle reprend le jaune de la blanche au crayon de couleur, etc. De tous les livres qu'elle lit depuis des années, elle passe son temps à faire des collections. J'ignorais complètement ce qu'elle ferait. Et en fait, Sylvie a décidé de donner son visage à cette femme. C'est-à-dire qu'elle a retrouvé des photos d'identité d'elle depuis sa carte de lycéenne jusqu'à son passeport, sa carte d'identité récente. Et la vingtaine de portraits qui sont à l'intérieur du livre sont 20 autoportraits de Sylvie Sauvageon. Et je trouvais ça extrêmement fort, brusquement, de voir apparaître le visage de cet artiste. Elle a donné son visage à mon personnage, quelque part. Et il y avait, tout en sachant que mon personnage est quand même... se balade sur le seuil de la tragédie, enfin du tragique. Voilà, j'ai trouvé ça m'a extrêmement touché de voir apparaître les images, puisque l'écrivain, dans le travail au chemin de fer, l'artiste, s'il accepte de travailler, c'est hors de question qu'il ait son mot à dire sur le texte de l'écrivain, et l'écrivain, s'il accepte de confier son texte au chemin de fer, n'a pas son mot à dire sur le travail de l'artiste qui vient. Donc il y a toujours une certaine appréhension. Et là, ça m'a complètement scotché. Et j'aime vraiment beaucoup le travail de portrait qu'elle a réalisé. Et le visage correspondait, en fait. Vous avez été... Oui. Non, je n'avais pas d'image mentale. Et brusquement, maintenant, ce personnage a son visage à elle, forcément. Et alors là, une dernière question s'impose, parce que c'est la dernière table ronde. Mathieu, est-ce que vous auriez aimé vivre une histoire d'amour avec Frances? Oui ou non? C'est la question qu'on ne peut pas ne pas vous poser à cette heure-ci. Écoutez, le livre est paru il y a 2 ans et on ne me l'a pas posé encore. Donc c'était l'occasion pour que vous n'oubliez jamais Laval. C'était une grande blonde, donc elle est trop grande pour moi, je crois. Donc c'est non. Voilà, bon. Non, bien sûr. Bon, voilà. C'est le happy end hollywoodien. Mais quand elle veut. Quand elle veut, voilà, si vous la rencontrez. Merci à vous. Et découvrez ces livres et découvrez les images qu'ils mettent en scène. Merci beaucoup.